donc de partager avec vous aujourd'hui je dirais des informations sur un thème. Je ne dirais pas qu'il est négligé dans notre pratique, mais on le sent quand même venir avec le nombre d'enfants obèses que vous voyez certainement autour de vous. Ce n'est pas vraiment des malades, on va dire, dans le sens où ils vont consulter pour un symptôme ou un syndrome. Et c'est aussi une question culturelle, ça vous le savez. Les enfants qui sont disons, relativement en surpoids sont considérés comme étant en bonne santé. Et donc les parents vont peut-être rarement consulter pour un problème de surpoids ou d'obésité. Et donc c'est à nous, médecins, pédiatres en particulier, de sensibiliser en quelque sorte les parents vis-à-vis de cette problématique, comme ça a été soulevé par mon ami Schaffer tout à l'heure. C'est une problématique effectivement de santé publique. Quand on voit les répercussions, pas uniquement, je dirais, à l'âge adulte, si l'enfant reste obèse, mais même à l'âge pédiatrique. Il y a des dégâts entre parenthèses qui s'installent dès les premières années, on va dire, de vie. On va en tout cas y revenir pour les complications ou pourquoi s'inquiéter quand il s'agit d'une obésité chez un enfant. Alors l'obésité, elle, effectivement, je dirais, relève de beaucoup de volets. On va le voir, il n'y a pas que de la nutrition. Il y a aussi de la génétique, de l'épigénétique, comme facteur qui serait pourvoyeur de ce problème de santé. Et il y a comme nouveauté, on va le voir, tout ce qui est pharmacothérapie. Vous êtes certainement au courant qu'il y a des médicaments actuellement sur le marché qui sont proposés pour les enfants obèses, sachant que la base de la prise en charge, en tout cas on va y revenir, c'est bien sûr l'équilibre alimentaire qui reste, on va dire, au cœur de cette prise en charge. On va en tout cas en dire un mot. Et puis bien sûr, il y a l'activité physique pour lutter finalement contre la sédentarité. Il faut dire qu'on n'est pas tous égaux devant ce problème d'obésité, c'est-à-dire il ne suffit pas d'être exposé aux facteurs obésogènes, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation déséquilibrée et tout ce qui est sédentarité éventuellement. Il faut être prédisposé aussi génétiquement. Je dirais même constitutionnellement, parce qu'il y a une nuance entre prédisposition génétique et prédisposition constitutionnelle. Quand on parle de tabagisme maternel, une maman qui est enceinte par exemple, là c'est un facteur exogène, mais il reste quand même constitutionnel. On est à la phase de photogénèse, d'embryogenèse, etc. Et donc il y a des facteurs de prédisposition qui doivent être associés à des facteurs obésogènes, qui sont les facteurs finalement de l'environnement, pour finalement devenir enfant obèse ou là par la suite adulte obèse. Alors je me suis permis de commencer par un petit quiz, pas à la fin, mais au tout début, juste pour qu'on se mette rapidement dans le bain de cette thématique et essayer peut-être de toucher à l'essentiel de ce que je vais peut-être ou échanger avec vous au cours de ce topo. Alors on va commencer par autre chose. C'est vrai que c'est une période un petit peu exceptionnelle, la période mondiale où tout le monde est pris par le foot, mais on va quand même vous dévier un petit peu votre attention sur autre chose. Alors en quelle année, à votre avis, le paquebot Titanic a-t-il sombré? Vous avez une petite idée? Tout le monde a vu le film, j'imagine. C'était en quelle année? C'est Abdelhak. J'ai pas mis de questions sur l'art ou la musique, désolé. Hein? 1912. C'était en 1912. Alors ensuite, dans quelle ville, ça vous connaissez certainement, a été prise cette photo? C'est Londres. Quel tennisman a mis un terme à sa carrière à l'US Open en 2006? C'est pour les anciens. André Agassi, Federer, la dernière fois qu'elle me disait Sampras, celui-là. Sampras? Non. Alors, André Agassi. Peut-être la réponse. Alors, quelles sont les lettres qui désignent les 4 bases de la science, en quelque sorte, qui désignent les 4 bases de l'alphabet génétique? ASDF, CG,
TB, ATCG ou l'ALKIPS? Là, la troisième, là, la deuxième? La troisième. Bravo. Alors sinon, qu'est-ce que le métagénome humain? Est-ce l'impact de l'environnement sur notre ADN? Un processus qui trie les parties de l'ADN en fonction des besoins? La partie non codante de l'ADN? Je suis génétique, désolé. Ou là, l'ensemble des génomes des populations bactériennes qui colonisent l'être humain. Donc la dernière réponse, effectivement, c'est ce qu'on entend par métagénome humain. Et puis, les questions sur l'obésité, juste pour vous stimuler par rapport à ce qui va venir tout à l'heure. Alors, selon vous, selon les critères de l'Académie américaine et l'OMS, quelles affirmations sont exactes concernant la définition de l'obésité infantile? Un adulte, vous connaissez la définition. Il y a des limites. Voilà, on se base sur l'IMC, certes, mais chez nous, il y a la définition exacte de l'obésité. Donc, que ce soit un de l'adulte ou un de l'enfant. Un IMC supérieur à l'adulte supérieur à 35. Chez nous, l'IMC normal, un de l'adulte. Moins de 25. La fourchette normale de l'IMC, c'est entre 19 et 25. C'est l'IMC normal. 30 de surpoids ou l'obésité au-delà de 35. D'accord? De l'enfant, comment est-ce qu'on définit l'obésité? On se base toujours sur l'indice de masse corporelle. On est d'accord? Oui. Plus de 2 déviations standards. Vous avez déjà utilisé les cours de l'IMC en fonction de l'âge? Sur les carnets de santé, tout à fait. Alors, obésité, c'est IMC supérieur au 95e percentile pour l'âge et le sexe. Surpoids, c'est entre 85e et 94e percentile pour l'âge et le sexe. Obésité sévère, IMC supérieur à 99e percentile, seuil unique retenu. Ou là, un Z-score, parce que certains expriment aussi l'écart par rapport à la moyenne en Z-score, pas les déviations standards, de plus de 2 DS. Alors, il peut y avoir une ou la 4 réponses. Le A, le D, entre surpoids et obésité. Et alors, maintenant, le chat, il écoute. Alors, voilà un petit peu les fourchettes à partir desquelles on parle d'obésité et de surpoids chez l'enfant. Mais chez nous, il y a la définition précise de l'obésité. Parce que l'ardina d'un adulte, par exemple, il peut être en surpoids, c'est-à-dire un poids relativement élevé, ou lequel est musclé, par exemple. Voilà. On peut avoir un IMC qui est élevé chez les grands sportifs, les qui déroulent l'haltérophilie, par exemple, et qu'on a donc, par contre, un excès de masse plutôt musculaire. Même si l'IMC est élevé, on ne va pas les considérer obèses. Donc, la vraie définition de l'obésité, il y a l'excès de masse grasse, et l'IMC n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil parce qu'il y a une corrélation. Bon, je n'ai pas mis tous les détails, les courbes, etc., mais qu'il y a une corrélation entre l'indice de la masse corporelle et la masse grasse. C'est la courbe de l'IMC. Vous connaissez les techniques des plis cutanés, c'est-à-dire qu'on peut évaluer dans une approche un petit peu fine de l'état nutritionnel des enfants, même des adultes. On peut mesurer la masse grasse, il y a un poids donné, on peut déterminer quelle est la part de la masse grasse et la masse maigre. Et vous avez effectivement une évolution de la masse grasse en fonction de l'âge, qui reflète finalement, ou qui est reflété par l'indice de masse corporelle. Vous avez la même allure ou presque de l'IMC et de la part de la masse grasse, la composition corporelle d'un enfant voire d'un adulte. D'accord? Donc, obésité, c'est excès de masse grasse, et l'IMC, ce n'est en fait qu'un outil
pour finalement évaluer cette masse grasse, parce qu'on ne peut pas toujours avoir l'impédance métrique avec les machines qui font circuler un courant électrique et qui vous donnent la part de la graisse, la part de l'eau et la part de la masse maigre. Alors les diététiciens, les nutritionnistes utilisent beaucoup. J'ai aussi un petit appareil, le service, qu'on utilise pour évaluer la composition corporelle. C'est-à-dire c'est une manière un peu plus fine d'approcher l'état nutritionnel les enfants, que ce soit la dénutrition ou le surpoids ou l'obésité. D'accord? Alors, deuxième question, concernant le rebond d'adéposité. Est-ce que vous connaissez le terme? Ça, c'est important. Quelles propositions sont exactes? Le rebond physiologique normal survient entre 5,5 ans et 7 ans. Un rebond précoce avant 5 ans est un marqueur prédictif fort d'obésité ultérieure. Le rebond d'adéposité n'a aucune valeur prédictive clinique. Seul un rebond tardif après 8 ans impose une surveillance rapprochée. Vous connaissez l'allure de l'IMC en fonction de l'âge? Ce n'est pas une ligne ascendante. D'accord? Qui est normalement un pic de l'IMC vers l'âge de 1 an. Quand nous sommes 1 an, un maximum. Et puis l'IMC, il baisse. Et puis, il commence à remonter. Il baisse, ce qu'on appelle le nadir. Il baisse. Et puis, quand nous sommes l'âge de 5-6 ans à peu près, il commence à remonter. C'est l'évolution normale de l'IMC. Et donc, ça reflète la masse grasse. Alors, effectivement, l'enfant, la première année, qui a une réelle makla ou naas, comme on dit. Mais il n'est pas encore actif. Peut-être la marche, etc. Et donc, il stocke beaucoup de graisse. Donc, elle a la part de la graisse au niveau du corps d'un bébé, la première année, qui est relativement élevée, quand nous sommes un maximum vers l'âge de 1 an. Et puis, l'enfant qui devient plus actif, il se dépense beaucoup, etc., il va commencer à réduire la part de la graisse. Et donc, l'IMC, il baisse. Il baisse, normalement, à l'âge de 4-5 ans. Puis après, il commence à remonter. Et donc, le rebond d'adéposité ou à l'âge à partir duquel l'IMC commence à remonter. Alors, imaginez un enfant qui a un IMC qui commence à rebondir à l'âge de 5 ans. Il va certainement se retrouver un couloir relativement supérieur. Et donc, c'est pourquoi un rebond précoce avant 5 ans est un marqueur prédictif fort. Et donc, on peut repérer en quelque sorte, il y a régulièrement l'indice de masse corporelle des enfants, mais je vais le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, enfin l'IMC, on le calcule et on le met sur les courbes éventuellement. Et on va repérer les enfants, les règles obèses après. Donc, il a un l'âge de rebond. Comme l'âge de 5 ans, il faut se méfier. C'est des enfants qu'il faut surveiller de manière étroite. Surtout la famille d'obèses ou une prédisposition, parce qu'on a parlé aussi de génétique pour ce qui est de l'obésité. Donc voilà, les deux réponses justes, c'est le rebond physiologique normal survient entre 5 ans, 5 ans et demi et 7 ans. Et puis un rebond précoce, il faut s'en méfier, il peut être prédictif d'une obésité ultérieure. Les enfants au sein sont gros comme ça. La première année. Mais on va le voir, l'allaitement maternel, c'est un facteur de protection contre l'obésité. Voilà. Je connais. Là, il y a une on va capter l'exemple. D'accord. Là, voilà, autre chose. Alors, à votre avis, d'après l'OMS et l'enquête Stepwise au Maroc 2023, quelles affirmations sont exactes? Il y aurait 390 millions d'enfants adolescents qui sont obèses ou en surpoids dans le monde. La prévalence mondiale de l'obésité infantile a triplé depuis 1990. 20% des enfants urbains marocains qui vivent dans les villes sont en surpoids et la moitié des enfants obèses resteront obèses à l'âge adulte. Je mets les propositions qui sont justes. Et alors, on va y revenir. En fait, le tiers des enfants qui vont rester obèses. On va le risque par la suite. Ensuite, concernant la régulation hormonale du poids dans l'obésité infantile, quelle proposition est exacte? Alors, la leptine est élevée, mais son effet satiétant est diminué par résistance centrale.
la gréline postprandiale est correctement régulée dès la petite enfance. Déjà, سمعتوا بهاد les hormones. La leptine ou l'antidote ديالها, c'est la gréline. Voilà. Le GLP-1 endogène, سمعتوا به déjà, hormone aussi de satiété qui est sécrété par l'intestin. Donc le GLP-1 endogène est augmenté, ce qui majore la satiété. Et puis, la dernière proposition, l'adéponectine est augmentée, ce qui favorise l'inflammation. Il y a des hormones, vous en avez déjà... Hein? جديد. La leptine. La leptine, معروفة. D'accord, ok. Donc, d'ailleurs, c'est la seule réponse juste. Bon, on va revenir sur les détails. Pour ne pas s'attarder. Alors ensuite, parmi les adipokines suivantes, lesquelles sont pro-inflammatoires et augmentées dans l'obésité pédiatrique. Alors, adipokines, c'est des hormones en quelque sorte sécrétées, ou des cytokines, produites par le tissu adipeux lui-même. D'accord? La leptine, vous savez quel organe il la sécrète? C'est le tissu adipeux. Vous qui produit la leptine pour réguler l'appétit. Au niveau hypothalamique, tout à fait, on va en parler. Et le tissu adipeux, justement, dans le cadre de l'obésité, il peut devenir un organe à part entière, il peut sécréter des protéines de l'inflammation. C'est ça ce qui fait ce qui provoque toute la morbidité qui est associée à l'obésité. D'accord? Alors l'IL6, le TNF-alpha, la déponectine, la résistine, en fait la déponectine c'est plutôt anti-inflammatoire, il a un effet plutôt anti-inflammatoire, mais les autres ils ont un effet pro-inflammatoire. Concernant maintenant la génétique, je vous ai dit que pour devenir obèse, il faut être prédisposé génétiquement et être ensuite exposé aux facteurs obésogènes. D'accord? Alors maintenant, pour la partie génétique de l'obésité infantile, quelles affirmations sont exactes? Moins de 5% des cas sont des formes monogéniques. Je nous les formes monogéniques ou les formes polygéniques dans l'obésité? C'est plutôt les formes polygéniques. Les formes monogéniques, elles représentent en fait moins de 5%. Alors, environ 95% des cas sont polygéniques. Il y aurait plus de 1000 gènes qui seraient impliqués dans l'obésité. Et puis, le récepteur de la mélanocortine, le MC4R, est le gène le plus fréquemment impliqué dans les formes monogéniques, qui ont des mutations qui touchent le gène. D'accord? Des fois, c'est syndromique. Tout à fait. Et puis, vous avez des variants rares à fort effet, sont identifiés chez 6 à 8% des obésités sévères de l'enfant. Toutes les réponses sont justes. Alors, quelles comorbidités sont associées à l'obésité infantile? C'est-à-dire ce qu'on craint actuellement, en tout cas avec l'obésité. Alors, la stéatose hépatique, le MASLD, en tout cas, c'est déjà le NAFLD ou NASH. Ça, ils étaient changés les termes. Approche le domaine de la stéatose hépatique. On parle plutôt de MASLD et MASH. C'est les métaboliques associés de stéatosis liver disease, ou la NASH, le MASH plutôt, c'est la stéatohépatite. D'accord? Alors, le MASLD présente chez 20 à 25% des enfants obèses. Vous avez le syndrome de l'apnée du sommeil chez 30-40% des obèses sévères. La prévalence de diabète de type 2 a diminué de moitié en 20 ans. Ce n'est pas vrai. Et le risque de dépression il est multiplié par 2,5 chez les enfants obèses. Voilà. Selon les recommandations de l'Académie américaine et l'Association européenne d'études sur l'obésité, l'EASO, quels examens font partie du bilan de première intention chez tout enfant obèse de plus de 6 ans? C'est-à-dire ce que vous allez demander comme prescription, on va dire comme bilan chez ces enfants. Glycémie à jeun plus insuline pour calculer l'indice de HOMA, IR. Bilan lipidique complet, cholestérol total,
LDL, HDL. Aucun bilan? D'accord. Cortisolurie de 24 heures systématique? Quelle systématique? Transaminase, AST. Alors, il faut dire que c'est vrai, les enfants obèses, il faut juste les surveiller, on ne va pas faire de bilan. D'abord, les guidelines, ils ont changé, les recommandations, ils ont changé, il faut être proactif chez les enfants obèses. Il y en a 2 ans, je il y a 2 ans, je pense. D'abord, il faut être actif. Et ça motive la famille et les enfants. Ça motive aussi. Le fait de bilanter, l'enfant qui a fait un process de pathologie, de risque, etc. Et même la famille. Donc, ce qu'on appelle le watchful, c'est-à-dire l'attitude attentive d'abord, c'est dépassé, selon les nouvelles recommandations. Donc, voilà pour les bilans qu'on demande, en tout cas en première intention, chez les enfants à partir de 6 ans. Puis l'avant-dernière quiz, concernant les agonistes de GLP-1, dans l'obésité pédiatrique, quelles propositions sont exactes? Vous avez déjà entendu parler les analogues de GLP-1. Okay, des adultes qui utilisent déjà des médicaments importés pour le moment. Alors le sémaglutide est indiqué à partir de 12 ans chez l'enfant. Alors l'étude STEP qui a montré qu'avec le sémaglutide, 16% on a moins de 16% de poids. Ce sémaglutide versus placebo à 68 semaines de traitement. Alors, le Benita Diassi Bouhmouch, il est avec Patrick Tounian. Bouhmouch Diana Darbat. Il fait de la gastroentérologie pédiatrique Troussou. Il a publié justement un travail sur le sémaglutide chez les enfants obèses. Donc, c'est un travail de doctorat. Et donc, il y a des études effectivement qui ont montré que sous sémaglutide, on a une réduction de 16% du poids, mais au bout de 68 semaines. Alors, il provoque des hypoglycémies fréquentes, la sécrétion d'insuline étant indépendante du glucose. Le traitement doit être poursuivi au moins 12 mois, l'effet étant perdu à l'arrêt. En tout cas, c'est ça la grande contrainte avec ce genre de traitement. Et le prix, certainement. Puis une dernière question concernant la communication, qui est aussi un volet important, et la prévention, on va en dire un mot. En obésité pédiatrique, quelles affirmations sont exactes? Utiliser un langage centré sur la personne, il présente une obésité plutôt qu'il est obèse. Ah, c'est des petits détails. C'est la partie qu'on n'aime pas trop, la pratique bien là. L'entretien motivationnel est une technique efficace avec un niveau de preuve élevé. La prévention collective, c'est-à-dire le fait de proposer des recommandations pour toute la population pédiatrique, est la stratégie la plus efficace et doit être privilégiée. Non. Quelle est l'expérience française, effectivement? Prévention plutôt ciblée. On cible les enfants qui ont des facteurs de risque d'obésité. Donc, quel l'impact positif. Mais si on se perd avec tous les enfants, quel que soit leur facteur en quelque sorte, on ne va pas gagner grand-chose. L'allaitement maternel fait partie des mesures de prévention. Maintenant, on est tous d'accord. Voilà. Alors, pour justement, on s'arrête à ce niveau, là, ça fait, vous êtes saturé, c'est là qu'on va entamer la présentation. On a eu le quiz à la fin. Alors voilà un petit peu le plan que je vous propose. On va parler de quelques définitions, de quelques notions épidémiologiques, la physiopathologie, parce qu'il est important, parce qu'on comprend un petit peu les innovations qui existent actuellement en matière de traitement, diagnostic et exploration. On va parler de la prise en charge qui est bien sûr multidisciplinaire, les innovations thérapeutiques, puis un petit mot de le suivi, communication et de la prévention aussi. Alors, voilà un petit peu pour les définitions de l'obésité infantile. Alors, obésité, c'est quand l'IMC dépasse la ligne, le 95e percentile par rapport à l'âge et le sexe. Et le surpoids, c'est quand on est entre le 85e et 94e percentile. Obésité sévère, quand ça dépasse 120%, il y a le 95e percentile. Bon, ça, c'est des enfants, ils ont des IMC relativement très élevés, ou là, pour les normes qui utilisent le Z-score, c'est quand on dépasse 2 DS,
ou 2 Z-score par rapport à la moyenne pour l'âge et le sexe. Alors, je vous ai parlé de rebond d'adéposité qui doit, quand il survient avant l'âge de 5 ans, ça peut prédire justement le développement de l'obésité par la suite. Alors, vous avez déjà peut-être vu les courbes, en plus il y a les courbes qui sont disponibles sur les cours de l'OMS. Alors, je vous ai parlé de le pic, qui est la première année de vie, c'est-à-dire là, la graisse représente une bonne partie, on va dire, de la composition corporelle, à l'âge de 1 an. Puis il y aura normalement une baisse de l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire la part de la graisse, la composition corporelle, à l'âge à peu près de 5-6 ans où commence l'IMC à rebondir. D'accord? Et donc, si on a des enfants qui rebondissent bien sûr avant, ils vont croiser avec les couloirs et se retrouver plus rapidement, on va dire, vers le surpoids ou l'obésité. Alors, vous avez des cours pour les garçons, des cours pour les filles. Et là, vous avez des exemples de suivi de l'IMC de certains enfants. Et l'on voit, par exemple, pour le cas numéro 3, là, le cas numéro 1, les enfants qui ont rebondi bien avant l'âge de 5 ans, et donc ils se retrouvent donc le surpoids ou l'obésité. Alors, quelques chiffres aussi pour l'épidémiologie mondiale et marocaine. Alors, il y aurait plus de 390 millions d'enfants obèses dans le monde. Et c'est un chiffre qui a augmenté, c'est multiplié par 3, on va dire, depuis 1990. Alors, au Maroc, ce travail de Stepways de l'OMS en 2023, il y aurait 20% d'enfants urbains marocains qui sont en surpoids. D'accord? Et un tiers des enfants obèses vont rester adultes obèses. 50%. En fait, c'est un tiers à peu près des enfants obèses. C'est pourquoi on craint l'obésité infantile. Il faut sensibiliser aussi les parents. Et autant on connaît très bien les complications de l'obésité l'âge adulte, tout ce qui est complications métaboliques, cardiaques, vasculaires, etc. Mais entre les enfants, il y a une bonne partie quand même d'eux, si on ne les prend pas en charge, ils vont rester adultes obèses et donc ils vont être exposés par la suite aux mêmes complications, bien sûr, de l'adulte. Alors, il faut dire que les enfants qui sont obèses et qui perdent du poids, si on les laisse traîner, même quand ils ne sont plus obèses à l'âge adulte, ils sont à risque plus élevé de développer beaucoup de problèmes métaboliques. Adulte obèse. Donc, finalement, on n'a pas intérêt à avoir un enfant obèse. Sinon, il faut anticiper et accélérer, on va dire, la prise en charge. Voilà. Et puis, il y a cette notion quand même qui est importante, la stabilisation dans les pays à revenus élevés de la prévalence de l'obésité depuis plusieurs années. À votre avis, pourquoi? Au Maghreb, on est encore sur une voie relativement ascendante de la prévalence. Mais dans certains pays développés, la prévalence est stabilisée depuis plusieurs années. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer le phénomène? Ils ont travaillé dessus, oui. Dans quel sens? Pas vraiment. Je connais un peu plus de facteurs obésogènes. Voilà, c'est les pays relativement développés. Les facteurs obésogènes, c'est l'abondance alimentaire et la sédentarité. Donc, les deux principaux facteurs obésogènes de l'environnement. D'accord? Mais pour devenir obèse, il y a des enfants qui ياكلوا ولكن ما كيغلاضوش. ما كتبانش عليهم. Voilà. Parce que là, ما عندكش la prédisposition génétique, عاد كي تزاد عليها les facteurs obésogènes, on ne va jamais devenir normalement obèse. D'accord? Quand on fait justement des enquêtes à certains enfants obèses, des fois, qui accouchent beaucoup plus que les enfants non obèses. Donc, le même niveau d'apport calorique, par exemple, mais les obèses et les autres peut-être ne vont pas devenir obèses. Comme quoi, il y a les facteurs génétiques, les facteurs constitutionnels de prédisposition, ou qu'ils aident les facteurs de l'environnement. Les gens qui sont dans des zones reculées, les mandouches, l'abondance des aliments. Et donc, qui sont peut-être très actifs, qui ils se dépensent beaucoup. Donc, les facteurs obésogènes. Ils sont peut-être prédisposés
génétiquement, tant qu'ils ne sont pas exposés aux facteurs obésogènes, ils ne vont pas devenir obèses. Almania, Swissra, etc., Kulchi a le même niveau presque, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde est exposé normalement aux facteurs. Donc, les génétique, il va devenir obèse. Ça fait au moins la prévalence, on va dire, maximale. Mais là, on a encore des zones où il n'y a pas ces facteurs peut-être obésogènes. Et donc, peut-être on va voir une prévalence qui va augmenter. Je ne sais pas si la notion est claire. Mais les gènes, peut-être. Bon, il y a plusieurs gènes, certainement. Oui, c'est-à-dire que la consanguinité, les facteurs héréditaires ont un impact plus important. Et donc, il y a des gènes, les dachlines pour l'obésité, qui va être hérité. Certainement, il y aura un impact. Comme toutes les maladies, on va dire, elles ont une base génétique. Voilà, donc le Maroc, comme je vous ai dit, il est probablement encore dans la phase d'expansion de l'environnement obésogène. Et donc la prévalence de l'obésité est toujours peut-être en phase de progression. Alors là, c'est un travail qu'on avait fait il y a longtemps quand même, en 2011, juste à l'échelle de Rabat. Il a fait l'objet d'une thèse doctorale. Et on a pris des enfants, les écoles publiques, chez les écoles privées, parce que l'accessibilité des écoles publiques était relativement plus simple. Donc voilà un petit peu quelques chiffres de surpoids et d'obésité. 5,1% de surpoids et 3,6% d'enfants obèses. Et donc voilà, c'était dans les écoles publiques de Rabat. Bon, c'est des chiffres certainement biaisés, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en tout cas. Et depuis, et puisqu'on n'a pas touché, c'est-à-dire que la période où on n'a pas touché les enfants scolarisés dans le secteur privé, et donc qui sont censés avoir un niveau socio-économique relativement plus élevé. Alors, sur la partie physiopathe, alors juste pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe chez les enfants obèses, alors au centre effectivement de la régulation de l'appétit, vous avez l'hypothalamus ou là, le noyau arqué normalement de l'hypothalamus, qui reçoit en principe des signaux de faim et de satiété. D'accord ? Et donc, quand il y a une dysrégulation de ce centre par une sensibilité ou la non-sensibilité à certaines hormones, en tout cas qui interviennent dans la régulation de l'appétit, il va certainement perturber notre comportement alimentaire. On aura tendance peut-être à manger plus, à être sédentaire plus, etc. Donc, vous avez le noyau qui reçoit effectivement des signaux de la leptine, de la gréline, du GLP-1. Donc, la leptine, normalement, chez les enfants obèses, elle est augmentée. La leptine, elle est sécrétée par le tissu adipeux pour, soi-disant, réguler l'appétit. Mais il se trouve qu'il n'y a pas de réponse au niveau central. Donc, il y a une certaine résistance à l'action de la leptine. Donc, il n'y a pas d'effet sociétaux. La gréline, qui est une hormone plutôt orexigène, elle est augmentée, donc l'appétit est augmenté, il n'y a pas de freinage post-repas. Normalement, un sujet normal, quand on remplit notre estomac, la gréline est plus sécrétée. Il y a une sécrétion qui est déjà importante, et puis à la fin, il y a on va dire, il y a le pic de la gréline, il y a toujours cet appétit qui est perturbé. L'insuline aussi augmente, mais vous connaissez les problèmes de l'insulino-résistance, c'est-à-dire que l'insuline ne fait pas son effet, et donc il y a un taux qui est relativement élevé, donc il y a un hyperinsulinisme compensatoire. Vous avez par contre la GLP-1, donc l'hormone de satiété qui est sécrétée par l'intestin, qui est diminuée et qui est actuellement la cible des nouvelles les thérapies dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez notre hormone, le peptide double gras, qui est aussi diminué. Et donc, ça va affaiblir en quelque sorte le signal de satiété aussi. L'adéponectine, il est diminué. Et là, c'est une hormone qui est anti-inflammatoire. Donc, il n'a qu'à diminuer. Donc, on laisse, on va dire, l'espace, on va dire, pour que l'inflammation se développe, notamment l'inflammation de bas grade, et le foie en particulier, il va en souffrir.
Alors, il y a aussi ce circuit de la récompense ou ce qu'on appelle aussi la suractivation dopaminergique par les aliments ultra transformés. Alors, aliments ultra transformés, c'est tout ce qui est riche en sucre, en sel, en graisse. Ça stimule notre appétit, certainement. Et donc, vous avez une alimentation qui est émotionnelle avec une perte de contrôle. Des fois même, on a tendance à grignoter sur tout ce qui est sucré, salé, etc. Alors, je vous ai parlé aussi du tissu adipeux, qui est un organe vraiment endocrinien et d'inflammation. Alors, il faut dire qu'au tout début de l'installation le surpoids, vous avez en fait juste une multiplication des cellules graisseuses. Et quand on a un apport énergétique relativement élevé, ou quand on a le déséquilibre entre l'apport énergétique et la dépense, donc on commence à stocker de l'énergie, on la stocke sous forme de graisse, vous avez une multiplication des cellules graisseuses. On est à un stade relativement initial de l'obésité. Mais quand le problème n'est pas réglé au tout début, c'est pourquoi on insiste sur la prise en charge précoce, le tissu adipeux va devenir lui-même source de problèmes. Donc il y aura une résistance aussi aux mesures diététiques, on va en parler, et il y aura surtout une production de beaucoup de cytokines qui vont contribuer à toute la comorbidité, les maladies en tout cas qui vont être associées à l'obésité chez l'enfant. Donc, l'adipogénèse finalement pathologique qui déclenche une inflammation systémique. Donc, on considère l'obésité comme étant une maladie de système. Tous les organes peuvent souffrir de l'obésité quand elle est avancée. Donc, c'est une vraie maladie inflammatoire chronique et pas seulement un trouble énergétique. Alors, chez l'enfant obèse, vous avez les adipokines pro-inflammatoires qui sont sécrétés en excès. La leptine, elle est sécrétée en grande quantité, mais il y a une résistance, comme je vous ai dit, au niveau central. Les L6 qui est augmenté avec le risque cardiovasculaire, le TNF-alpha qui est augmenté, la résistine donc, qui va favoriser le diabète de type 2. Et vous avez à l'inverse les adipokines protectrices qui vont être relativement diminuées chez les enfants obèses. L'adéponectine qui protège en quelque sorte le foie, et donc le foie va être exposé à la stéatose et par la suite à la stéatohépatite. Les L10 qui favorisent la tolérance immunitaire vont être aussi diminués. Donc vous avez aussi d'autres hormones, le mental, la pilule, qui en tout cas vont être diminuées alors qu'elles sont censées protéger notre corps et beaucoup d'organes quand ils sont sécrétés avec une quantité suffisante. Alors vous avez comme conséquence finalement organique de cette perturbation de tissu adipeux, la stéatose hépatique, l'athérosclérose précoce, la dysfonction pancréatique et l'inflammation adipocitaire chronique. Donc tout ce qui exposerait par la suite à la morbidité, à la morbidité associée à l'obésité. Pour la partie génétique, c'est-à-dire la partie prédisposition à devenir ou non obèse. Alors, je vous ai dit que moins de 5% sont des formes monogéniques, c'est-à-dire vous avez la mutation d'un gène, et parfois c'est une mutation qui s'associe à des syndromes, le Willy-Prader par exemple. Alors sinon, vous avez des mutations qui vont toucher des hormones ou de récepteurs de certaines hormones qui interviennent dans la régulation de l'appétit, comme le récepteur de la mélanocortine, le plus fréquent, la leptine, le récepteur de la leptine, le pro-opiomélaноcortine, le PAMS ou le PCSK1. Et vous avez 95% des obésités qui sont plutôt polygéniques. Vous avez plusieurs gènes à la fois qui vont contribuer au développement finalement de l'obésité. Et vous avez tout à fait des formes un petit peu plus sévères, chez 6 à 8% d'obèses, et qui vont être responsables de formes relativement très morbides, on va dire, de l'obésité. Alors pour la partie épigénétique, parce que la génétique seule, ça vous le savez aussi, n'est pas suffisante pour qu'on développe de l'obésité. Il y a des facteurs de l'environnement. Vous connaissez l'intérêt certainement des 1000 premiers jours et d'une bonne prise en charge de cette période de la vie par rapport à beaucoup de pathologies et l'obésité en particulier. Alors, un diabète gestationnel maternel peut aussi perturber notre métabolisme et exposer l'enfant par la suite. Quand il est macrosome, il a plus de risques de développer une obésité par la suite. Vous avez aussi l'inverse, les enfants hypotrophes.
les enfants qui ont un retard de croissance intra-utérin, ils font plus d'obésité que les enfants qui sont nés avec un poids normal. Et là aussi, il y a un mécanisme qui est bien élucidé. C'est comme l'histoire d'IEL, les obèses. Si on prend par exemple les États-Unis, le taux le plus élevé, ou la prévalence la plus élevée de l'obésité. Les Noirs américains. C'est quoi l'explication? Malnutrition chez les mamans, une RCU, automatiquement. Les Noirs américains, là-bas, c'est les mais il y a de l'histoire aussi derrière. Et ça ressemble à les retards de croissance intra-utérin, parce que les Afro-Américains, ils étaient déportés de l'Afrique, ça vous le savez, et ils vivaient dans la famine en quelque sorte. Et leur corps, ou leur métabolisme, s'est habitué à cette disette, à cette famine, et le corps de l'homme a commencé à stocker plus d'énergie pour faire face les périodes où on n'aura plus de nourriture. Donc, Khlouf 1 va dire faire une dynamique de stockage avant qu'il ne soit déporté vers les États-Unis. Et une fois les États-Unis, il y a l'abondance alimentaire. Et donc, au moment où il stocke, et donc quand il y a de l'abondance, il stocke plus. Donc, il y a plus d'obésité. C'est une des explications en tout cas. C'est des facteurs de l'environnement, mais aussi c'est de l'épigénétique qui a modifié certains gènes peut-être, ou a fait exprimer certains gènes par rapport au stockage de l'énergie. Alors, la même chose se passe chez les enfants qui ont un retard de croissance intra-utérin. Et on a toujours parlé de rattrapage de la croissance. Quand on a plus de 80% des enfants en retard de croissance intra-utérin qui vont rattraper le retard avant l'âge de 2 ans. Donc, il y a de la dynamique de rattrapage qui est au faire. Il rattrape vers l'âge de 2 ans, qui est le poids d'un enfant qui est né avec un poids normal, mais qui prend la dynamique de stockage et de tirer le maximum d'énergie ce qu'ils prennent comme aliment et l'utiliser pour la multiplication cellulaire d'Yelhom, donc ils ont plus facilement l'obésité. Donc que ce soit la macrosomie, notamment dans le cadre de diabète gestationnel, ou la lipotrophie, c'est des facteurs de risque. Donc c'est des enfants qu'il faut surveiller, parce qu'ils peuvent devenir, les radio-oncologues, كان هو الطويل في لا بروموسيون ديالنا تبارك الله عامر et كان كيعاود لينا خلق بشي 1 كيلو 500 1 كيلو 700. C'est-à-dire le fait d'être hypotrophe à la naissance est un facteur de risque pour développer le surpoids, l'obésité par la suite. Certainement aussi. Mais il y a ce métabolisme de stockage, voilà. Parce qu'on peut manger les mêmes quantités, ça marche tous les chez obèses, parce que واحد qui est stocké, واحد ne stocke pas. Il y a aussi le coefficient d'utilisation, il y a les aliments. Il y a une certaine quantité, donc un apport énergétique X, on a à 100%, on a à 80, 60, etc. C'est le coefficient déjà au niveau digestif, donc d'absorption, et donc qui n'est pas le même entre les individus. La part de la psychologie de la maman à la naissance, avec un retard de croissance intra-utérine. Oui. La sage-femme, que vous l'avez. Oui, c'est aussi ça. Continuer, c'est la psychose. Tout à fait. Donc, il y a la dynamique justement de rattrapage, etc. Donc, le diabète, l'allaitement, plus de 6 mois, comme je vous ai dit, là, c'est un facteur de protection contre l'obésité. L'introduction précoce de sucre ajouté peut aussi favoriser ou augmenter un peu le risque de développer l'obésité par la suite. Dans la transmission intergénérationnelle, risque multiplié par 2, c'est l'obésité maternelle. Ça aussi, c'est chouette génétique, mais c'est aussi le comportement alimentaire de la maman. Donc, il y a de la génétique, il y a de l'épigénétique, mais le nouveau, la genèse de l'obésité, c'est la dysbiose aussi. C'est-à-dire le déséquilibre du microbiote intestinal. Et parmi les anomalies effectivement retrouvées chez les enfants obèses, vous avez le rapport Firmicutes-Bacteroidetes qui est relativement perturbé, plus de Firmicutes et moins de Bacteroidetes. Et on a même identifié certaines bactéries,
la bactérie, qui serait plus abondante chez les sujets obèses, le microbiote dialum. Et on a même commencé à parler de vaccins contre l'obésité. C'est-à-dire, si on débarrasse le corps de la bactérie, on pourrait peut-être espérer réduire le risque de l'obésité. Peut-être le vaccin. C'est-à-dire, on vise certaines bactéries qui auraient un effet anabolisant relativement plus important et un impact sur l'absorption, sur la perméabilité intestinale, sur la sécrétion, la modulation sécrétion du GLP-1 au niveau de l'intestin, etc. Donc, il y a de l'interaction aussi entre le microbiote et les mécanismes qui interviennent dans la genèse de l'obésité. Donc, on a intérêt à avoir un microbiote relativement équilibré. On a aussi les 1000 premiers jours. Les enfants qui naissent par césarienne auraient plus de risques peut-être de développer de l'obésité que les enfants qui naissent par voie basse. Les enfants le lait maternel, ils feront peut-être moins de problèmes de surpoids que les enfants qui ont été allaités par une formule infantile, etc. Alors, d'où aussi des implications, on va dire, thérapeutiques, si on intervient sur le microbiote aussi, mais ça c'est toujours à l'étude, probiotiques, mais pas encore recommandé, c'est-à-dire le fait de moduler peut-être le microbiote, on pourrait espérer rétablir l'équilibre et avoir moins d'effets anabolisants. On a parlé aussi du rôle de régime méditerranéen qui permet la restauration du microbiote en 12 semaines, c'est-à-dire si on le respecte, on pourrait aussi impacter positivement le problème le surpoids. Voilà. La transplantation fécale, entre le chef le détail, c'est aussi un outil pour moduler finalement ce microbiote qui serait impliqué dans la genèse de l'obésité. Mais il y a des essais encore en phase initiale. Alors, on a vu la génétique, l'épigénétique, le microbiote, tout ça c'est relativement constitutionnel, mais vous avez effectivement les facteurs de l'environnement qui doivent être associés à cette prédisposition pour qu'on puisse devenir obèse. On a l'impact de la prévention. Parce que autant la génétique, l'épigénétique, c'est un petit peu difficile pour les facteurs de prédisposition, mais peut-être pour les facteurs de l'environnement, on pourrait les moduler et espérer impacter positivement la corpulence de l'enfant. Alors d'abord l'alimentation. On a parlé des aliments ultra transformés. Il y a une classification brésilienne de Novacat qui donne un petit peu le degré d'ultra-transformation et de consommation en quelque sorte, ou la d'appétabilité par rapport à ces aliments, donc qui multiplie le risque par 1,6. Les boissons sucrées, 12 grammes par jour de plus, pourraient justement augmenter de 0,05 Z-score l'IMC chaque année. Donc là, vous imaginez que l'IMC va certainement augmenter. Les portions XXL, ceux qui étaient aux États-Unis par exemple, le big size, on y arrive tout doucement, mais c'est-à-dire que ça majore aussi le risque de développer une obésité. Et puis la faible densité nutritionnelle alimentaire. Vous savez certainement que le Maroc vit en quelque sorte, elle a le double fardeau. Il y a la malnutrition. Pour la malnutrition, il n'y a pas que l'obésité, il y a aussi la dénutrition. On peut être relativement en surpoids, obèse, ou on a ce qu'on appelle la faim cachée. Vous avez déjà entendu parler, on en a parlé, je pense, la dernière fois. C'est-à-dire les carences en micronutriments. Et ça a un lien à la qualité de ce qu'on mange, bien sûr. Donc les apports en micronutriments ne sont pas assurés, alors que l'apport énergétique est relativement élevé. Alors sédentarité et sommeil, l'autre facteur de l'environnement qui est important. Enfin, la sédentarité, quand on se met à plus de 2 heures devant nos écrans, ça on le voit malheureusement de plus en plus, même chez nous, ça augmente aussi le risque de 1,4. Le manque de sommeil aussi, quand on dort moins de 9 heures par nuit, le risque il est multiplié par 2,1 en fonction un petit peu de l'âge. Et il y a aussi une explication, il y a le lien entre le manque de sommeil et le développement de l'obésité, ça passe aussi par la gréline. On est relativement affamé, on a tendance à grignoter, à manger, et donc ça augmente aussi le risque de développer une obésité. Bien sûr qu'avec la sédentarité, vous avez l'inverse, l'activité physique est relativement réduite, moins de 30 minutes par jour chez 75% des enfants
obèses, le manque d'espace de jeu, donc les enfants savent coucher قدام ces écrans, coucher يلعب قدام la télé ou قدام téléphone, etc. Et ça justement c'est pourvoyeur de sédentarité et donc de stockage d'énergie, on va dire. Et puis bien sûr il y a les déterminants sociaux, on a parlé des Afro-américains, de niveau de vie, de niveau socio-économique, et on parle beaucoup actuellement d'insécurité alimentaire paradoxalement liée à l'obésité. Là, ça rappelle un petit peu la qualité de ce qu'on mange. C'est-à-dire on peut manger à notre faim, avec beaucoup d'apports caloriques et très peu de micronutriments qui seraient utiles pour notre corps. Le fait d'avoir un faible revenu, on consomme donc des aliments denses, peu chers, mais qui exposent à l'obésité. L'exposition publicitaire, ça aussi vous le savez, malheureusement, ce qui est promu dans nos écrans, en tout cas les médias, c'est beaucoup plus les aliments denses, les aliments non liés à ce qu'on appelle les aliments non santé, si on peut les appeler ainsi, c'est-à-dire les aliments qui sont plutôt denses sur le plan énergétique, mais qui ont une qualité nutritionnelle relativement médiocre. Voilà, le stress familial, la violence, les traumatismes, tout ça aussi, c'est des facteurs qui peuvent contribuer au développement de surpoids et de l'obésité. Alors, pourquoi on craint finalement l'obésité, notamment l'obésité chez l'enfant? Parce que je veux dire que l'obèse n'est pas obligatoirement un enfant qui est malade, les parents ne vont pas consulter, mais c'est un état en quelque sorte de santé qui peut exposer à plusieurs morbidités, que ce soit à l'âge pédiatrique ou là par la suite à l'âge adulte, quand l'enfant reste adulte obèse, ou là même parfois quand il ne reste pas adulte obèse, alors qu'il était obèse à l'âge pédiatrique. Alors, complications métaboliques, donc on comprend le problème donc, de l'insulinorésistance liée à l'excès de tissus graisseux dès 6 ans, le risque de diabète de type 2, d'accord, dont la prévalence a été multipliée par 4 sur les 20 dernières années. Le problème aussi de dyslipidémie, 60% des enfants obèses ont des triglycérides, un taux de cholestérol qui est relativement élevé, le syndrome métabolique avec l'association des différentes perturbations métaboliques. Les enfants obèses font ce qu'on appelle le SAS, le syndrome d'apnée du sommeil, et ça compromet aussi leur développement cérébral. 30 à 4% des enfants obèses font des apnées de sommeil. Alors, quand ils sont prédisposés à l'asthme est relativement aggravé. Alors, les enfants obèses, ils font plus d'asthme, mais ils font plus d'asthme sévère que les enfants non obèses. Bon, le problème de syndrome obésité pour ventilation, la saturation nocturne qu'il faut aussi suivre à cause du problème des hypoxies, etc. Par rapport au foie, donc je vous ai parlé de la stéatose hépatique et de la stéatohépatite, qui sont des complications quand même à redouter chez les enfants, mais certainement qui vont s'accentuer avec l'âge, le MASLD et le MASH, avec le risque de fibrose précoce possible dès l'adolescence et même quand les enfants ne restent pas obèses à l'âge adulte. C'est-à-dire il abdine à l'obésité flash pédiatrique, mais si on arrive parfois à contrôler le poids, il y a un risque de développer qui rend. En tout cas, le risque est plus important que chez les enfants qui n'étaient pas obèses, dans les adultes qui n'étaient pas enfants obèses. Alors les complications orthopédiques, Dr Shafek l'a évoqué aussi tout à l'heure, parmi les complications qu'on craint chez les enfants obèses, en particulier l'épiphysiolyse de la tête fémorale, le génovalgame, les pieds plats, les dorsalgies chroniques, l'arthrose précoce, etc. Les complications cardiovasculaires, l'HTA qui est observée chez 30% des obèses sévères, mais c'est une HTA qui est réversible. Le poids, on peut espérer réduire la tension artérielle chez ces enfants. Donc, c'est des enfants qu'il faut aussi, chez qui il faut prendre régulièrement la tension artérielle. Alors, on a décrit aussi des athéroscléroses subcliniques, notamment au niveau de la carotide. C'est quand on s'amuse à étudier l'élasticité, ou comment je vais l'appeler, l'artère carotide. Alors, que ce soit chez les diabétiques non équilibrés ou les obèses, on trouve une certaine rigidité de la paroi. C'est-à-dire, mazal ma kaynach l'athérosclérose, au sens propre de terme, mais on est en train de faire le lit, voilà, il y a de l'athérosclérose à l'âge pédiatrique. Bon, c'est une notion que j'ai entendue il y a longtemps,
Et donc, faire des échographies, ça aussi, ça va certainement motiver peut-être les parents pour qu'ils adhèrent à vos recommandations par la suite. Donc, le risque aussi de dysfonction diastolique, l'endothélium qui est altéré dès l'âge de 8-10 ans, donc chez les enfants obèses. Et puis, bien sûr, c'est des enfants qui sont exposés à tout ce qui est dépression, anxiété, ils sont stigmatisés par leurs camarades, ils s'isolent, les enfants de la classe, etc. Donc, il y a certains enfants qui sont sensibles, ou il y a d'autres qui ont des parce que j'ai aussi des enfants en consultation. N'importe, il n'est pas affecté. Et j'ai eu un enfant, je me rappelle une fois, qui carrément, chef des documentaires sur l'obésité, les risques, etc., où j'ai avec son papa, mais qui était très, très motivé. Il ne tolérait pas le surpoids. Donc, c'est vrai que la motivation, il compte beaucoup notre approche de la prise en charge. Et il faut trouver finalement le moyen pour motiver les enfants. Oui, voilà, on va le voir, il faut... Tout à fait. Là, quand l'application de la famille, il ne faut rien espérer. Les enfants, donc la dépression, l'anxiété, l'harcèlement scolaire, les troubles du comportement alimentaire, qui sont aussi des morbidités associées à l'obésité. Alors, j'arrive au diagnostic et exploration. D'accord. Alors, quand on reçoit un enfant obèse, alors la première étape, on va dire, c'est l'anthropométrie complète. Il va falloir l'évaluer sur le plan nutritionnel, prendre son poids, sa taille, le tour de taille, etc. Mesurer sa tension, vérifier son stade pubertaire, à l'approche bien sûr de la puberté. Rechercher les signes, certains signes cliniques qui peuvent orienter vers les comorbidités qu'on vient de voir. Je ne sais pas si vous connaissez l'acanthosis nigricans, donc les taches relativement brunâtres au niveau du cou, là au niveau des aisselles. Là, quand on les trouve, c'est un signe de l'insuline résistance, donc c'est des enfants qui vont certainement développer un diabète par la suite. Les stries violacées au niveau de l'abdomen, un signe d'hypercorticisme. Quand on a un débord hépatique, il faut craindre l'astéatose hépatique, renflement, somnolence, il faut quand même interroger les parents, l'enfant, et donc s'il y a des renflements, s'il y a de la somnolence, c'est qu'il y a certainement un syndrome d'apnée du sommeil qu'il faut aussi prendre en charge. Alors quand l'enfant présente une dysmorphie, une petite taille, là effectivement on peut être un peu plus orienté vers les obésités monogéniques. D'accord, donc il y a des obésités qui sont associées à des syndromes dysmorphiques. Alors bien sûr, l'histoire clinique doit être plus détaillée. Alors l'âge du début de la prise de poids, les antécédents familiaux de diabète, d'obésité. Il y a les facteurs de risque. Bon, mais là, dans la prévention, le dernier quiz. Alors la prévention ne doit pas s'adresser à tous les enfants, quel que soit leur facteur de risque. On va plutôt s'occuper des enfants qui ont des facteurs de risque. C'est l'impact perceptible. Alors, les antécédents d'obésité ou de diabète dyslipidémie, on a déjà fait la famille quelqu'un qui souffre de ces pathologies, le risque d'obésité entre les enfants va être relativement plus important. Le poids gestationnel maternel, tabac, diabète gestationnel, on en a parlé, l'allaitement maternel et sa durée, l'alimentation complémentaire, comment est-ce qu'on a diversifié l'enfant, quand, comment, etc. L'activité physique, le temps d'écran, la qualité du sommeil, la consommation aussi de certains médicaments qui peuvent aussi, on va dire, favoriser le développement de surpoids, de l'obésité, corticoïdes, antipsychotiques, etc. Les facteurs psychosociaux, le stress, l'harcèlement qu'il faut essayer aussi d'évaluer, ne serait-ce que subjectivement. Et puis, quand l'enfant arrive à l'âge de la puberté, quel était l'âge de la puberté, est-ce qu'il y a des signes d'hyperandrogénisme, etc. Vous connaissez aussi assez souvent retrouvé chez la fille obèse. Et il faut être quand même anticipateur en quelque sorte chez ces enfants.
et demander éventuellement des bilans. Alors, en première intention pour tout enfant de plus de 6 ans. Peut-être les enfants plus jeunes, on peut peut-être se permettre de surveiller uniquement. Mais à partir de 6 ans, il faut commencer à s'inquiéter si l'enfant est toujours obèse. Alors, une glycémie avec le calcul de l'indice de Homa, l'hémoglobine glyquée, un bilan lipidique, les transaminases pour vérifier le foie, l'acide urique. En deuxième intention, on peut compléter le bilan par un taux de cortisol urinaire, l'IGF-1, l'hormone de croissance et l'enfant a une petite taille, un bilan hormonal des androgènes chez la fille pour le syndrome des ovaires polykystiques, bilan thyroïdien, vitamine D, etc. La cortisolérie, il faut ici l'hypercorticisme. Il y a des obésités secondaires, le Cushing aussi. Ah. Donc, une obésité secondaire, voilà une cause endocrinienne. Ouais. La même chose, on peut avoir un enfant infiltré, l'hypothyroïde, etc. Ouais. Alors, les explorations complémentaires, si on veut, comme je vous ai dit, affiner un peu plus l'évaluation de l'état nutritionnel de ces enfants. Donc, on peut s'aider de l'impédance-métrie bioélectrique. Alors, qu'il y a des techniques, les compas. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les skin folds, ce qu'on appelle les skin folds, se localisent au niveau du tissu adipeux sous-cutané. Bon, on a aussi de la graisse périviscérale, mais sa part est relativement faible par rapport à la graisse sous-cutanée. Et donc, il y a même des formules qui, à partir des 4 sites au niveau de notre corps, c'est-à-dire si on mesure les plis cutanés au niveau des 4 sites, on peut en déduire le pourcentage de la masse grasse. Bon, les formules sont un petit peu compliquées, je ne les ai pas impliquées dans la présentation. Mais sinon, pour l'enfant, on a des tableaux, donc je peux vous envoyer. Tu as les 4 plis, 4 sites, tu as le total dialogue. Quand je suis le tableau, quand les garçons, quand les filles, on a le total et on a directement le pourcentage de la masse grasse. Donc, quand je regarde le poids de l'enfant, il a, je ne sais pas, 30 kg, ou on va dire 3% de la graisse, 3% de 30 et à peu près 9 kg de graisse. Et le reste, c'est de la masse maigre, bien sûr. Donc, vous avez les tableaux, mais sinon, et qu'on peut justement utiliser à travers la mesure des plis cutanés. Alors, les 4 plis, normalement, on a le pli bicipital, qu'on a à mi-distance entre l'acromion et l'olé crânien. L'écran gradué en millimètres, je vais écartant, je vais mettre avec l'aiguille. Donc, je peux mesurer l'épaisseur des 4 plis. Donc, le bicipital, le rétrotricipital, le sous-scapulaire, la pointe de l'omoplate, et puis le clichat, et puis le suprailiaque, au-dessus de l'épiniliaque antéro-supérieur. Et normalement, quand on a du côté non dominant, quand on a les 4 sites, il y a quand l'enfant droitier, quand on a du côté gauche. Et le côté droitier, dès que ça fait plus de muscles que. Il y a qu'un gaucher, quand on a le côté droit. Donc, quand on a les 4 sites, on a par exemple 3 mm, on a 7 mm, on a 4 ou 5 mm, on a 6 mm, on a le total. Le BIR, ça c'est un acronyme les thématiques qu'on vérifie chez l'enfant, qui a de scoring pour évaluer finalement la qualité de son. Le Google BIR, c'est juste l'interrogatoire, qui a une idée à la qualité de sommeil de l'enfant. Et puis on peut parfois aussi s'aider de la saturation nocturne pour vérifier effectivement le risque de l'hypoxie. Voilà un petit peu pour les explorations un petit peu spécialisées. Alors j'arrive à la dernière partie, donc là, finalement la prise en charge. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces enfants obèses? Bon, il faut dire que dans ma petite expérience pour ce qui est de la pratique, quand je reçois un enfant obèse et quand je le classe l'obésité commune, il y a 95% des obésités chez l'enfant, c'est-à-dire les obésités polyhygiéniques, et certainement la famille des obèses, etc.
Ce que je demande dans un premier temps, c'est toujours une enquête alimentaire, un journal alimentaire. Et pour vous donner un petit peu rapidement les bases. Le journal alimentaire, quand la famille pouvait prendre une semaine, parce que laquelle l'enfant scolarisé, le macla de la semaine, le le week-end, donc pour avoir une idée un peu plus large de la qualité de l'alimentation de l'enfant. On n'a pas du bilan parce qu'on a l'étape de bilan. Bien sûr, pour motiver, on demande des petits bilans, etc. Et en fonction un petit peu des symptômes peut-être que présente l'enfant, on peut explorer un niveau relativement supérieur et ainsi de suite. Mais sinon, ce qu'on propose donc finalement, c'est le journal alimentaire de l'enfant, qui vérifie aussi bien sûr l'activité physique d'ILO, la sédentarité, etc. Et on donne les conseils selon les guidelines, les recommandations. Et puis sur la base de le journal alimentaire que je confie d'habitude à un diététicien ou à une diététicienne, donc on fait l'analyse qualitative, quantitative de le journal, ou quand on des propositions pour équilibrer un petit peu l'alimentation des enfants. Des fois, faire des enquêtes alimentaires, mais qu'elle cache obligatoirement un apport calorique qui est très important pour les enfants obèses. يمكن تكون l'anomalie ريف la répartition ديال l'apport calorique sur la journée. يمكن نلقى un apport calorique dans les normes ولا فايت بواحد 10% 15% l'apport calorique recommandé on va dire pour l'âge. Mais فين كنلقاو l'anomalie هي la répartition ديال داك l'apport entre الفطور, le غدا, le goûter, etc. العشاء et ainsi de suite. Et des fois il suffit juste de rétablir ou la proposer une bonne répartition, l'équilibre de la répartition finalement de l'apport énergétique pour espérer peut-être stabiliser le poids de l'enfant. D'ailleurs, les enquêtes leaders des enfants obèses, plus du quart des enfants, 25-26% des enfants, qui sautaient le petit déjeuner. ولكن ils concentrent le maximum de l'apport alimentaire et donc calorique ديالهم في العشية وفي le soir. وكنقول لهم le soir كيتبعوا النعاس et stockage. Et donc, il a l'apport calorique, on a essayé de le répartir correctement sur la journée, on peut peut-être espérer avoir un impact sur la stabilisation du poids. Et bien sûr, qu'entre le détail aussi de ce que mange l'enfant, la qualité de ce qu'il mange, et on fait des propositions, on a même des menus. La présentation, je n'ai pas intégré les menus, qui sont des menus je ne sais pas, 1500 calories, des menus de 2000 calories à l'âge de l'enfant, parce qu'il ne faut pas compromettre la croissance de l'enfant. Entre des régimes restrictifs ou la drastique, il faut aussi penser à ce que l'enfant il doit continuer à grandir et à grossir quand même. Et donc, on a des propositions de régime, il a vraiment 1500, il a vraiment 2000 calories, voilà ce que l'enfant doit manger, quand on a des alternatives. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on dit des exemples de régimes que je peux vous soumettre aussi ou là vous envoyer pour chaque apport calorique qui est calculé, qui serait relativement adapté à l'enfant. Bien sûr, quand on a les conseils aussi en matière d'activité physique, l'enfant à la famille, si la famille ne s'implique pas, on ne pourra pas espérer grand-chose. Et d'ailleurs, 2/3 des enfants obèses resteront obèses malheureusement. Malgré les efforts, parce que ma catouche la motivation qui est là, et des fois on n'a pas l'impact attendu de notre intervention, parce que l'adhésion ou l'observance des recommandations n'est pas toujours bonne. Donc, là donc finalement l'intérêt des traitements. Patrick Tounian, si vous l'avez entendu parfois, qui a l'obésité, ils ont d'abord la main facile, les traitements médicamenteux. Les mesures diététiques, l'activité physique, on ne peut pas trop y compter. L'impact est variable, la canaux des enfants avec une obésité quand même assez morbide. Alors il faut se lancer peut-être des traitements médicamenteux. Mais à notre niveau, on espère, avec les mesures relativement simples, au moins stabiliser le poids dans un premier temps. Le but, monsieur ou l'enfant, c'est un objectif qu'il faut se fixer avec les enfants obèses. Le but, ce n'est pas perdre du poids, c'est au moins stabiliser le poids. Sachant que l'enfant il va continuer à grandir, donc il va prendre de la taille, et donc obligatoirement l'indice de masse corporelle, radi nqs. Donc si j'arrive à stabiliser, rani ربحت شي حاجة.
Alors voilà un petit peu pour les principes généraux de la prise en charge. Là, vous avez les recommandations de l'Académie américaine. Alors, comme je vous ai dit au tout début, l'approche watchful waiting, donc l'approche attentive, elle est dépassée actuellement. Il faut être proactif. Et un traitement multidisciplinaire, comme ça a été rappelé par ces Chafer, doit être initié dès le diagnostic et même, je dirais, quel que soit l'âge. Il faut intervenir précocement. La courbe, je pense que je l'ai intégré. L'écart énergétique au tout début de l'obésité, mais chez le même quand on est adolescent obèse. Donc on peut espérer avoir un impact assez rapide dans la période où on est peut-être dans la phase de multiplication qui est les cellules adipeuses. Mais ça m'a voulu le tissu inflammatoire qui sécrète des cytokines, etc. Alors l'objectif global, ce n'est pas uniquement bien sûr la perte pondérale, c'est améliorer la qualité de vie. Il y a de l'approche, l'obèse, il se sent bien dans sa peau, elle est tranquille. Mais bon, c'est une attitude certes, mais il faut quand même intervenir sur le volet nutrition quand même, activité physique, etc. Donc améliorer la qualité de vie, les comorbidités et les signes de soins. L'approche familiale, comme je vous ai dit, est capitale. Les parents sont les acteurs clés de la prise en charge. Le modeling alimentaire, l'activité physique partagée, le repas en famille, c'est-à-dire quand on propose j'évite le terme de régime de l'enfant obèse, on parle plutôt d'alimentation équilibrée, etc., qui peut être partagée par toute la famille. Quand la famille est bien impliquée, l'enfant va aller isolé ou la stigmatisé, mais il va manger comme tout le monde, mais tout le monde va manger relativement sain. Et donc la famille en premier. Alors l'intensité de la prise en charge doit être adaptée. Enfin, on est au niveau de la prévention, on est au niveau de l'éducation. Donc l'enfant qui est déjà initié en obésité, ou l'offre des soins spécialisés, ou là carrément les interventions avancées, c'est-à-dire finalement les médicaments. Donc on va adapter le traitement en fonction un petit peu finalement de la sévérité ou le stade de l'obésité. Une équipe pluridisciplinaire, certes, doit être impliquée dans la prise en charge. Alors, j'avais fait un stage de nutrition gastro à l'hôpital Necker il y a longtemps et j'étais un petit peu impliqué dans la prise en charge des enfants obèses. Les enfants obèses qui ont un dossier de l'obésité. Le gastropédiatre, le nutritionniste, la diététicienne, l'orthopédiste, etc. Et on sent que l'enfant est pris en charge tous les volets. Qui est à l'hôpital de jour. Qui j'ai la consultation, qui nous a les consultations. Donc on prenait quand même au CH en 1999-2000 quand j'étais à l'hôpital Necker. Et donc carrément un dossier pour l'enfant obèse et une implication de cette équipe multidisciplinaire. Donc psychologue aussi, éducateur sportif, endocrinologue éventuellement. Et une communication bienveillante, on va le voir tout à l'heure, est aussi importante pour la prise en charge des enfants obèses avec un langage non stigmatisant, le renforcement positif, la valorisation du progrès. L'enfant se chauffe normalement tous les mois au tout début, ou tous les 3 ou 4 mois par la suite. Et là, 1 kilo, on est arrivé à stabiliser le poids. Là, il faut encourager, féliciter l'enfant pour le motiver encore plus. Et puis, bien sûr, la prise en charge et les langues. On ne peut pas espérer réduire l'IMC en quelques semaines, quelques mois. Ça peut aller minimum 12 mois, 24 mois. Et les rechutes, malheureusement, qui sont fréquentes, si l'entretien des mesures proposées pour ces enfants. Alors, les principes diététiques, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se base toujours sur le journal alimentaire parce qu'on ne peut pas extrapoler toutes les recommandations diététiques pour tous les enfants obèses. Il a خدينا غير في المغرب واحد l'enfant اللي غيجي peut-être من الرباط ماشي بحال l'enfant اللي جاي من فاس من تازا etc. Donc il faut aussi s'adapter à la culture, à les disponibilités les produits de la région, etc. Et donc d'où l'intérêt de le journal alimentaire, qu'on a une idée de ce que mange l'enfant et on essaie plus ou moins d'ajuster avec l'alimentation dialogue. Mais sinon, il y a des principes, bien sûr, diététiques valables, on va dire, ou universels, rééquilibrer sans restreindre,
Donc le but, monsieur, est priver l'enfant. Et je vous ai dit qu'on évite même le terme bien le régime. On préfère plutôt parler d'alimentation équilibrée. Donc les déficits caloriques sévères sont contre-indiqués avant 12 ans, donc pas de régime drastique, ça c'est clair. Et il y a un risque de compromettre la croissance de l'enfant et la relation à l'alimentation. Alors on a parlé de régime méditerranéen, vu ses qualités, ses nombreuses, on va dire, qualités, et il y a eu un impact positif, d'après certaines études, sur l'indice de masse corporelle et l'amélioration des biomarqueurs inflammatoires. Le fait de consommer aussi, ça c'est classique, des fruits et des légumes avec l'apport de fibres, ça impacte le microbiote, la satiété et la glycémie. Préférer les protéines relativement maigres, sans graisse, poisson 2 fois par semaine, légumineuses 3 fois par semaine, volaille, limiter la viande rouge. Les glucides à index glycémique bas, c'est ce qu'il faut privilégier, l'apport glucidique aussi. Et ils doivent représenter 45 à 55% de l'apport énergétique total. Éviter les sucres libres, les sucres d'absorption rapide. Donc, ils ne doivent pas normalement, qu'il n'y a qu'un 10% de l'apport énergétique. Il ne faut pas dépasser 5% de l'apport énergétique total. Bon, normalement, les diététiciens qui connaissent, qui ont le détail, ils peuvent traduire tout ça l'assiette. Donc, en tant que médecin, c'est vrai, il a autant de temps pour expliquer, etc. Mais on confie à les enfants normalement des diététiciens. Aussi, privilégier les lipides de qualité, les oméga 3, l'huile d'olive, et éliminer les graisses trans. À limiter strictement tout ce qui est boissons sucrées, jus industriels, aliments ultra transformés, les fast-foods. On ne va pas priver l'enfant, il ne faut pas dépasser d'une fois par semaine. Les collations sucrées et salées entre les repas, c'est à éviter, c'est ce qu'on appelle aussi le grignotage. Les céréales, petit déjeuner sucrés, si on peut les éviter, ça sera une bonne chose. Alors vous avez quelques outils pratiques que l'on pourrait utiliser. L'assiette équilibrée, déconfiée à la moitié légumes, ou le reste partagé entre protéines éventuellement et glucides. La sauce. De préférence. Là, les portions aussi, le carnet alimentaire, le journal alimentaire, qui a des applications photo et suivi, donc on peut photographier le canaclo et le discuter ensuite, planification de repas familiaux, etc. Alors, quel est le volet alimentation, certes, mais aussi le volet activité physique et la lutte contre la sédentarité. Alors, si on arrive à bouger plus de 60 minutes par jour, c'est toujours effectivement. Voilà, d'activité modérée intense, malgré 30 minutes, au moins 3 fois par semaine, faire de la musculation, renforcement osseux, les activités familiales, éventuellement le week-end, vélo, natation, la marche. Et puis réduire le temps d'exposition aux écrans à moins de 2 heures par jour et moins d'1 heure, bien sûr, chez les enfants de moins de 5 ans. Bon, l'exercice en résistance qui est réduit selon ce travail du British Journal, le sport et médecine. Donc ça permet de réduire l'insulinorésistance indépendamment de la perte de poids. Parce que l'insulinorésistance, elle peut nous accompagner, comme je vous ai dit tout à l'heure, même quand on perd du poids. Et puis, bien sûr, il faut réguler le sommeil de l'enfant, parce que c'est important aussi pour les enfants obèses. Les durées recommandées en fonction de l'âge, 9-12 heures par nuit chez les moins de 12 ans, au moins 8 heures, 10 heures par nuit pour les plus de 13 ans. Le manque de sommeil, comme je vous ai dit, ça stimule la sécrétion de la gréline, ça réduit la leptine, donc ça entraîne une hyperphagie. كلكم سهرتوا نهار جاكم شجاع الصباح داك الصغير فورسي داك النهار ياك كلشي صار.
Alors, quand on manque de sommeil, il y a le cortisol aussi nocturne qui augmente et ça favorise la dépogénèse abdominale. Et le risque de l'obésité, le lien avec le sommeil, il est multiplié par 2 si on dort moins de 8 heures par nuit. Donc, en matière de prévention, la qualité de sommeil, elle compte beaucoup. La durée et la qualité de sommeil aussi. Les conseils pratiques, donc horaire régulier, 7 jours sur 7, pas d'écran 1 heure avant le coucher. La lumière bleue, vous connaissez certainement l'histoire. La chambre sombre, fraîche, calme, pour favoriser le sommeil. Et pour les enfants qui développent le syndrome de l'apnée de sommeil, ne pas hésiter à leur mettre les CPAP pour qu'ils respirent mieux au cours de la nuit. L'approche comportementale et familiale, il compte aussi beaucoup. C'est ce qu'on ne domine pas assez en tant que pédiatre. Alors, les questions ouvertes pour l'entretien motivationnel, explorer sans juger, rouler avec et ne pas confronter l'enfant, valoriser les choix de l'enfant et de la famille. En tout cas, il faut rester ou contextualiser en quelque sorte la prise en charge. Il y a la place aussi de la thérapie cognitive ou comportementale et des fois, il faut même s'aider de psychologues ou de psychiatres pour la prise en charge de l'obésité. Identifier les déclencheurs émotionnels de l'hyperphagie, voilà, pour les éviter. Journal alimentaire émotionnel, restructuration cognitive de l'image corporelle, et puis donc la prise en charge spécialisée parfois par les psychologues. L'approche familiale systémique, dont je vous ai dit, les parents sont les vecteurs du changement. L'effet est multiplié par 2 si l'enfant est impliqué, par rapport à un enfant qui est impliqué tout seul dans la prise en charge. Les repas en famille, éviter les jeux de récompense alimentaire. Il a ça aussi c'est à éviter. Les modifications de l'environnement familial, courses, cuisine, donc impliquer aussi les enfants, la préparation peut-être les repas pour qu'ils sachent ce qui est valable, ce qui n'est pas valable, ce qu'il faut peut-être privilégier, ce qu'il faut peut-être éviter, etc. Et puis à côté donc de la prise en charge nutritionnelle, l'activité physique, les thérapies comportementales, etc., vous avez les innovations thérapeutiques depuis quelques années, et notamment ce que je citais tout à l'heure, donc tout ce qui est pharmacothérapie de l'obésité pédiatrique, et notamment pour l'enfant les analogues de GLP1. Donc vous avez essentiellement le sémaglutide, donc un agoniste qui est injecté une fois par semaine, donc il peut être recommandé chez l'enfant de plus de 12 ans. Et je vous ai parlé d'une réduction d'IL 16% d'IL le poids après 68 semaines quand même. 68 semaines, ça fait combien d'années? L'âme fait 52. 6 ans. Non. 5 ans. 68 semaines. 68 semaines, شحال c'est 52 في العام تقريبا 52 semaines donc un an chez voilà. Alors l'Orlista ou le metformine, vous les connaissez certainement, c'est des produits relativement anciens. L'Orlista qui est un anti-lipidique, il inhibe les lipases intestinales. Les metformine, c'est pour surtout les enfants qui ont de l'insulinorésistance. Donc c'est un biguanide. Mais les meilleurs résultats sont actuellement obtenus par les anti-GLP1. C'est-à-dire on peut reprendre. Je rebond carrément, là je ne peux pas répondre, c'est-à-dire une accélération à la prise de poids. Il n'y a pas une durabilité, par exemple. Pour le moment, c'est des traitements relativement nouveaux, le minimum 12 à 24 mois, 12-24 mois de traitement. Non. Mais les gens, ils s'en procurent de l'étranger. Alors, quel est le Zempic, qui c'est mieux les adultes, ou quel est le Vegovie, je pense, pour les enfants obèses. Ou quel est qui s'appelle le Mozambique pour la stéatose hépatique.
un indice, des gens, des connaissances, les endocrinos ديالهم, ils leur ont proposé, ils ne sont pas obèses, la dame qui n'est pas obèse, mais il y a la stéatose hépatique et elle est sous Ozempic. Donc, les indications, en tout cas, ça touche le métabolisme glucidique, lipidique et bien sûr le surpoids. Voilà le mécanisme d'action des GLP-1. Donc, récepteur GLP-1 au niveau de l'hypothalamus. Bon, le GLP-1 est sécrété par l'intestin, normalement, mais on peut le donner sous forme médicamenteuse. Et donc, ça augmente la satiété au niveau hypothalamique. Il y a aussi la sécrétion d'insuline qui est augmentée, glucose dépendante. Il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. La vidange gastrique est relativement ralentie, donc il y a la sensation de plénitude, donc de satiété. Et le glucagon qui est réduit avec une production hépatique de glucose qui est aussi diminuée. Alors, donc, il y a aussi quelques effets secondaires qui ont été rapportés par les analogues de GLP-1. Nausée, diarrhée, pancréatite, donc rare mais à surveiller, dépression de l'humeur aussi. Et le rebond pondéral à l'arrêt. ايوا الناس ديال الاندستري خصهم يبقاو يترفعوا faut pas arrêter. Mais c'est une alternative, mais quand je trouve 16% quand même de réduction du poids, on est relativement encouragé. Là, c'est des innovations émergentes, le TIRS hépatite qui associe les analogues des GIP ou GLP-1. Donc, là, c'est un impact qui est les diabétiques. Donc, la régulation de la glycémie, le rétatretil, le cagrilintide, mais en tout cas, c'est des produits qui vont certainement arriver sur le marché, même marocain aussi. Puis vous avez d'autres pistes pour des thérapies géniques pour les obésités monogéniques. Pour la mutation des récepteurs de la mélanocortine, vous avez le 7-mélanotide, etc. Et puis il y a une place aussi à la chirurgie. La chirurgie bariatrique, elle a aussi ses indications chez l'enfant, mais chez le jeune bien sûr, mais généralement c'est l'adolescent. Et il peut être proposé quand on a un IMC qui dépasse les 40 kg par mètre carré, ou la plus de 35 avec des comorbidités relativement graves. Et là, on peut discuter la chirurgie bariatrique chez l'enfant, notamment après un échec d'un traitement intensif de plus de 6 mois. Donc, il y a quand même des critères pour proposer ou indiquer la chirurgie. Il faut qu'il y ait une maturité psychologique, donc il faut une évaluation psychiatrique préalable liée à l'enfant, de la famille, etc. L'engagement de la famille pour le suivi post-op. Et il faut quand même s'assurer que le développement osseux est achevé. Donc généralement, on s'adresse à des enfants qui ont terminé leur puberté. Voilà, pour les techniques, il y a la sleeve, le bypass, le gastric bypass, bon, les schémas. Alors pour les résultats et le suivi post-op, perte de poids de 60 à 80% à 1 an, rémission de diabète chez ces enfants opérés dans 80-90%, la rémission du syndrome d'apnée de sommeil, donc ça a un impact quand même assez important, 70 à 85%, et la réduction aussi de l'HTA chez ces enfants de près de 65%. Mais par contre, il y a des risques, bien sûr, relatifs à la chirurgie bariatrique, les carences nutritionnelles, l'impact sur l'os, les troubles alimentaires post-op, etc. Donc, en quoi? En post-op, il faut quand même entrer dans la prise en charge assez corsée. Donc, un suivi diététique important avec un bilan biologique, des compléments alimentaires et un soutien, surtout un soutien psychologique continu. Voilà pour les différentes chirurgies bariatriques, notamment le gastrique bypass ou le banding, etc. La partie prévention, donc finalement quand on voit la complexité de la prise en charge ou les résultats de la prise en charge qui est souvent malheureusement, enfin les résultats sont souvent décevants. Plus de 2 tiers des enfants ils vont rester malheureusement obèses.
Et donc c'est pourquoi il faut faire beaucoup plus le focus sur la prévention, c'est-à-dire intervenir finalement précocement, notamment chez les enfants qui sont prédisposés. Alors la prévention collective éducationnelle elle est inefficace et dispendieuse. On ne peut pas faire des recommandations pour tous les enfants. كانوا واحد الوقيته في فرنسا حيدوا حتى داك les distributeurs ديال les barres de chocolat etc. les écoles etc. C'est-à-dire pour viser toute la population pédiatrique, mais ça n'a pas impacté trop la prévalence de l'obésité. Et par contre, quand on cible les enfants qui ont des facteurs de risque, là on peut sentir finalement l'impact de la prévention. Donc prévention ciblée chez les enfants à risque, c'est-à-dire ceux qui ont des antécédents familiaux d'obésité, notamment parentale, ou là qui ont une précocité flash de rebond la déposité, donc avant l'âge de 6 ans. Donc il faut les dépister et il faut bien sûr les informer avec leur famille sur les mesures éducatives, etc. Voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire si on intervient au tout début, l'écart énergétique est relativement faible, donc on peut espérer rapidement rétablir le déséquilibre énergétique, mais si on tarde, la différence énergétique devient excessive, donc il serait difficile de ramener l'enfant sur une courbe, je dirais, correcte. Quelques mesures dont on a parlé par rapport à la prévention, la promotion de l'allaitement maternel, et on a parlé un petit peu de l'impact de l'allaitement maternel durant les 1000 premiers jours sur le risque de l'obésité, une bonne diversification alimentaire selon les bonnes règles, etc. Bien sûr, identifier les sujets à risque sur lesquels il va faire plus d'attention, je dirais, obésité familiale, macrosomie, hypotrophie, on en a parlé. Encourager la consommation de fruits et légumes, encourager la prise d'eau plutôt que les jus, les sodas, inclure les cours de l'IMC, chose qui est déjà faite actuellement, mais il faut quand même les remplir pour tracer la courbe de l'IMC. Favoriser l'activité physique, contrôler aussi les publicités. Quand on voit un petit peu la pyramide de ce qui est promu les médias, qui est relativement inversée ou là, qui va vers le sens contraire de la pyramide de l'équilibre alimentaire. D'accord ? Vous voyez un petit peu la répartition des catégories d'aliments qui bénéficient de spots publicitaires. Et c'est essentiellement les produits céréaliers, raffinés, etc., qui sont de mauvaise, on va dire, qualité. Et puis un petit mot de suivi, évaluation et communication. Alors, c'est un indicateur aussi de succès principal. Enfin, l'indicateur de succès principal, c'est la réduction, bien sûr, de l'indice de masse corporelle. L'objectif secondaire, ça va être, comme je vous ai dit, la stabilisation pondérale et non pas la perte le poids. Parce qu'on va certainement améliorer l'IMC tant que l'enfant continue bien sûr à grandir. Alors le premier mois, c'est l'évaluation de la tolérance de tout ce qu'on a recommandé, faire un carnet alimentaire, surveiller le poids, l'IMC, la tension artérielle, etc. Il faut renforcer la motivation de l'enfant. Et puis, dans un second temps, bilan biologique, tour de taille, évaluation comportementale, les révisions des objectifs. تعرفوا ذاك la roue de Denis اللي كنرجعوا نديروا une évaluation s'il y a des erreurs كنعاودوا نبداو من الاول pour justement revoir les anomalies et essayer de les corriger. Ensuite, certainement, on aura besoin, à partir de l'âge de 6 ans, de faire des bilans quand même chez l'enfant un peu plus poussé, bilan lipidique, glycémique, échographie hépatique, évaluer aussi la qualité de vie et voir s'il faut poursuivre ou la rester sur les mêmes éthiques. Et puis bilan complet annuel avec l'évaluation des comorbidités, une adaptation de la pharmacothérapie, c'est-à-dire on va voir finalement si on aura besoin ou non de proposer des médicaments, donc en fonction de l'évolution sur une année à peu près. Alors la communication, on en a touché un petit mot tout à l'heure, ça compte aussi l'approche d'un enfant obèse, pour éviter de le stigmatiser, parce que la stigmatisation est effectivement un facteur aggravant de l'obésité, il augmente le cortisol, l'alimentation émotionnelle, et c'est des enfants qui abandonnent rapidement les recommandations. Éviter de dire par exemple que l'enfant est obèse,
plutôt parler de « il présente une obésité ». Donc vous avez des techniques de communication qui apaisent l'enfant, qui ne le stigmatisent pas, qui ne l'incriminent pas, et donc qui poussent l'enfant quand même à adhérer à vos recommandations. Et voilà, donc c'est peut-être la dernière plaque. Quelques messages clairs à retenir. L'obésité, c'est une maladie chronique, on va dire initialement biologique, parce que l'enfant ne paraît pas malade au début, mais il y a beaucoup de perturbations sur le plan métabolisme, etc. Et ce n'est pas un manque de volonté, parce que ça rentre un petit peu avec la stigmatisation des enfants obèses. C'est-à-dire ils sont peut-être victimes d'une perturbation métabolique. Comme ça, on doit quand même s'entraider pour lutter contre ça. Donc, il ne va certainement pas adhérer. Donc, reconnaître et communiquer, cela change tout dans la relation soignant-famille. Traiter tôt et intensément. Donc, il y a la nouveauté en matière d'obésité, il ne faut pas rester sur l'attentive. L'approche familiale, on l'a vu, est plus efficace que l'approche individuelle. Et puis pour les innovations thérapeutiques, vous avez les agonistes de GLP-1 qui changent la donne pour les obésités sévères à partir de 12 ans. Dépister, bien sûr, et traiter les comorbidités dans des complications qui sont réversibles dans un premier temps, mais si on les laisse traîner, la fibrose et tout le risque de la stéatohépatite. Voilà, donc quelques références. Merci pour votre attention. Et donc, bien sûr, je suis là pour répondre s'il y a des choses à éclaircir.